Bonjour chers étudiants. Après avoir traité le contrôle interne dans le premier chapitre, nous allons essayer de faire le lien entre le contrôle interne et l'audit comptable et financier avant d'essayer de traiter les concepts fondamentaux de l'audit comptable et financier. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter deux aspects fondamentaux. La relation contrôle interne et audit, premièrement, et les concepts de base de l'audit comptable dans le deuxième point. Concernant la relation contrôle interne-audit, vous savez très bien que le contrôle interne, s'il est efficace, il peut être utilisé par l'auditeur dans le cadre de sa mission d'audit. Autrement dit, en matière de contrôle interne, l'objectif pour l'auditeur est de comprendre le système d'information et de contrôle interne du client, de la société auditée, d'évaluer ce système en vue de déterminer s'il peut s'appuyer sur ce système de contrôle interne pour exprimer une opinion sur la conformité des états comptables et financiers. Et en dernier lieu, l'objectif de l'auditeur également est de mener un programme de test pour s'assurer du bon fonctionnement du système et de ses contrôles. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 3, c'est-à-dire les tests sur le contrôle interne. Ça fait partie de la mission d'audit. Alors l'auditeur, il peut évaluer si les procédures de contrôle interne permettent d'atteindre chacun des objectifs de contrôle. Nous avons deux cas de figure. Premièrement, si un objectif ne peut pas être atteint en raison de l'absence de procédure adaptée, cela signifie pour l'auditeur que le risque d'erreur ou de fraude est beaucoup plus élevé et qu'il sera nécessaire d'effectuer des contrôles approfondis sur les transactions. Le deuxième cas, inversement, si maintenant les procédures de contrôle permettent d'atteindre un objectif de contrôle interne fixé par la direction, l'auditeur doit vérifier que les procédures sont réellement et correctement appliquées. Bien sûr, pour évaluer ce contrôle interne, l'auditeur utilise des questionnaires de contrôle interne. Ces questionnaires permettent à l'auditeur d'identifier bien sûr les forces et les faiblesses de ce contrôle interne. Voilà pour le premier point. Deuxième point concernant l'audit comptable. Comme nous avons déjà vu, l'audit vise à réunir et à évaluer les éléments probants relatifs à des informations en vue de déterminer le degré de concordance entre ces informations et des critères établis et de les communiquer dans un rapport. Voilà comme première définition de l'audit comptable. Donc à partir de cette définition, on peut retenir les concepts suivants que je vais essayer de définir tout de suite. Premier concept, c'est élément probant. Deuxième concept, c'est référentiel comptable. Troisième concept, c'est rapport, le rapport d'audit. Autre définition d'audit, l'audit, il a pour but d'augmenter le niveau de confiance que les états financiers inspirent aux utilisateurs visés, c'est-à-dire aux tiers. L'auditeur exprime une opinion indiquant si les états financiers ont été préparés dans tous les aspects significatifs conformément
au référentiel d'information financière applicable. D'où donc un nouveau contexte, un nouveau concept qui apparaît, c'est le seuil de signification. D'accord? C'est-à-dire que la mission d'audit est effectuée, d'accord, pour essayer de trouver les anomalies, mais ce qui est important, ce sont les anomalies significatives, d'accord, qui sont susceptibles d'influencer la décision des tiers, qu'ils soient banques, actionnaires, personnel de la société, fournisseurs, clients et j'en passe. Voilà, à partir de ces deux définitions, je vais parler un petit peu de certains concepts qui apparaissent à partir de ces éléments de la définition. Premier concept, c'est les éléments probants. Alors, les éléments probants en audit peuvent être définis comme les éléments de preuve. Ce sont des preuves qui peuvent prendre la forme soit de réponses écrites, c'est-à-dire des pièces justificatives, telles que les factures, les bons de commande, les contrats de prêt, les rapports d'experts indépendants, etc., etc., ou de réponses orales reçues par l'auditeur des dirigeants d'une organisation. Le deuxième concept qui ressort de la définition, c'est le référentiel comptable. Et le référentiel comptable est un ensemble de critères utilisés pour la préparation des états financiers qui s'appuient bien sûr sur des données justificatives. Au Maroc, le référentiel comptable et le Code général de normalisation comptable pour les comptes individuels. Mais lorsqu'il s'agit de comptes consolidés, des groupes privés travaillant dans le cadre d'une dimension internationale, c'est les normes IFRS qui s'appliquent comme référentiel d'audit comptable. Troisième concept fondamental, c'est le concept de l'anomalie significative. Comme je viens de le préciser, une anomalie significative est une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise en raison d'erreurs ou de fraudes d'une importance telle que seule ou cumulée avec d'autres peut influencer le jugement de l'utilisateur de cette information comptable et financière. Et la quatrième et la dernière notion fondamentale, c'est le rapport d'audit. Et donc, le rapport d'audit, c'est le produit final de la mission d'audit des états comptables et financiers. Et le contenu de ce livrable consiste en une opinion. J'insiste sur l'opinion, le jugement. Ce jugement découle de la synthèse des travaux d'audit. On peut dire que l'opinion de l'auditeur doit être fondée, une opinion fondée, et l'auditeur, il peut exprimer deux types d'opinions, deux principaux types, comme il peut ne pas exprimer d'opinion. Il y a le cas un troisième cas de refus d'exprimer l'opinion, refus de certifier les comptes de la société. Donc je me contente des deux cas, une opinion modifiée, qui s'appelle aussi avec réserve, dans l'un des cas suivants. Lorsqu'il conclut à la lumière des éléments probants obtenus que les états financiers pris dans leur ensemble comportent des anomalies significatives. Donc l'auditeur, il peut émettre une opinion avec réserve. Il peut aussi émettre une opinion avec réserve lorsqu'il ne sera pas en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés. Je vais revenir sur ce concept d'éléments probants suffisants et appropriés. Et en troisième lieu, l'opinion modifiée aura lieu lorsque la préparation, le contenu et la structure des états financiers ne respectent pas les exigences du référentiel d'information financière applicable.
Ça, c'est un peu les cas dont l'auditeur peut exprimer dans son rapport une opinion modifiée ou avec réserve. Et le second cas, c'est l'opinion non modifiée ou sans réserve dans les cas inverses. Dans les cas inverses. Bien. Alors, je dois préciser comme complément concernant la dimension quantitative et la dimension qualitative des éléments probants. Et je commence par le caractère suffisant, hein, élément probant suffisant et approprié. Le caractère suffisant représente la dimension quantitative des éléments probants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est la notion de l'échantillon représentatif. Donc, il faut que les éléments probants retenus par l'auditeur pour des fins d'audit, il faut qu'il soit un échantillon représentatif. Et le caractère approprié représente la dimension qualitative des éléments probants, c'est-à-dire la pertinence de ces éléments probants, la fiabilité de ces éléments, etc., etc. Deuxième chose à retenir concernant les fondamentaux de l'audit comptable, c'est quelle est la raison d'être de l'auditeur. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il des besoins, ou bien un besoin pour l'audit? Pourquoi on demande des audits? Pourquoi les sociétés demandent des audits? Alors, il y a plusieurs raisons. Première raison, parfois, la raison, c'est une obligation légale, c'est-à-dire que le commissaire aux comptes est une mission, ou bien le commissariat aux comptes est une mission d'audit légal désignée par l'Assemblée générale pendant 3 ans, ou bien pour pour une entreprise qui vient de commencer, pour un seul exercice. Et pour les autres cas, c'est 3 ans au Maroc, selon la loi 1795. Alors, la désignation du commissaire aux comptes par l'Assemblée générale est obligatoire. Donc, c'est une obligation légale. Il est obligatoire pour les sociétés anonymes, mais aussi pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés de personnes qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions de dirhams. Ça, c'est primo. Secondo, les sociétés qui veulent entrer sur le marché financier sont obligées de désigner un commissaire aux comptes. Troisièmement, la banque peut exiger, par exemple, un rapport d'audit pour donner un crédit à une entreprise, à une société. Et donc, l'exigence d'un utilisateur peut être aussi une raison d'existence de cet audit légal, de cet audit de manière générale. Bien sûr, pour l'audit légal, pour le commissariat aux comptes, je dois préciser qu'en vertu de la taille de certaines sociétés et du risque lié à l'activité de ces sociétés-là, ils doivent avoir 2 commissaires aux comptes. Ils doivent désigner 2 commissaires aux comptes au moins. C'est le cas des banques et du secteur des assurances. Troisième élément important, c'est les objectifs de l'audit comptable. Quels sont les objectifs de l'audit comptable? Et donc, je dois préciser 2 principaux objectifs. Premièrement, premier objectif, obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives qui résultent à la fois de fraude ou d'erreur. Et deuxième objectif, exprimer une opinion sur la sincérité et la fidélité des états financiers dans tous leurs aspects significatifs. Pour le premier objectif, l'assurance raisonnable, pourquoi on parle de l'assurance raisonnable ou bien la confiance, une confiance raisonnable pour l'auditeur? Pourquoi on cherche
pourquoi l'auditeur cherche une assurance raisonnable et non pas absolue? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Principalement, l'auditeur, il peut être trompé parce qu'il est un être humain. Deuxièmement, parce qu'il y a recours aux techniques de sondage. L'auditeur, comme vous le savez, ne fait pas l'évaluation de tous les éléments probants. D'accord? Il ne fait pas l'audit de tous les éléments probants. Donc, il se contente de réunir et d'évaluer un échantillon de factures, un échantillon de bons de commande, de bons de livraison. Hein? Il fait la confirmation de solde avec quelques clients, d'accord, un échantillon de clients, etc., etc. Alors, pour le deuxième objectif, l'opinion, l'expression d'une opinion sur la sincérité et la fidélité des états financiers, signifie que l'auditeur, lorsqu'il juge que c'est conforme, que les états financiers sont conformes au référentiel, cela ne veut pas dire que le risque est nul, est égal à zéro. Parce que l'auditeur et la mission d'audit ne porte pas sur l'ensemble de la population. Autrement dit, il peut y avoir des anomalies dans les comptes, mais ces anomalies ne sont pas significatives. Donc ça, c'est par rapport aux objectifs. Et je dois aussi préciser que l'opinion de l'auditeur, qu'il soit sans réserve ou avec réserve, pardon, cette opinion ne fournit pas l'assurance, par exemple, que la société sera viable dans le futur, ni que la direction a géré les affaires de l'entité avec efficience et efficacité. L'audit est une évaluation du passé, d'accord, du présent et du passé de la société, de l'exercice écoulé, hein, de l'exercice qui va du 1er janvier jusqu'au 31/12 d'une année bien précise. D'accord? Bien. Je passe à l'avant-dernier point. C'est les coûts reliés à l'expression d'une opinion par l'auditeur. Alors l'auditeur, il peut exprimer deux types d'opinions, une opinion avec réserve et une opinion sans réserve. Alors, l'opinion avec réserve peut poser le problème suivant. On peut porter des réserves sur des états financiers qui sont fidèles. D'accord? Ça s'appelle une erreur de type 1 ou erreur de type alpha. Cette erreur signifie que le CAC, que le commissaire aux comptes, donne une réserve sur des états de synthèse qui sont très bons. Alors, cette erreur donne lieu à plusieurs coûts. Premièrement, une poursuite en dommages et intérêts par le client, par la société. Une perte de la société. Une perte de réputation, etc., etc. Deuxième scénario, deuxième cas, on peut certifier que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives, c'est-à-dire opinion sans réserve, alors que les états financiers ne sont pas fidèles, alors que les états financiers comportent des anomalies significatives, donc une erreur de type 2, qui s'appelle aussi erreur de type bêta. Cette erreur signifie que le commissaire aux comptes certifie que tout est bien, tout est conforme, d'accord? Alors qu'en réalité, il y a des anomalies significatives. Et donc, il y a des coûts qui émanent de cette erreur. D'abord, il y a des déboursés découlant de poursuites par les tiers, c'est-à-dire que les tiers, qu'ils soient actionnaires, banques ou autres, peuvent faire des poursuites contre le commissaire aux comptes car il les a trompés. Il a trompé les investisseurs
sur la base d'un rapport biaisé. D'accord? Bien. Et il peut y avoir aussi une sanction professionnelle par l'ordre des experts comptables. Il peut y avoir aussi une perte de réputation et j'en passe. Voilà pour cette première vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons présenter la notion des assertions et également les différents types de rapports d'audit. Merci et à très bientôt. Bien sûr, on va présenter également, avant d'oublier, les normes d'audit. C'est très important aussi. Merci et à très bientôt.